Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le live de la preview du Grand Prix de Macao. Enfin, globalement, c'est la dernière grande semaine de course. C'est la dernière grande semaine de course avant 2026. Parce qu'après, il reste que de la F2, que de la F1 Academy. Pas grand chose. Et des essais évidemment de F3, de F4, ce genre de choses. Mais donc là c'est la dernière grande semaine de course, donc évidemment je suis très hypé pour ce week-end Grand Prix de Macao en Formule régionale, en Formule 4. Il y a aussi la finale de l'Eurocup 3, il y a aussi la finale de la F4 espagnole, il y a aussi une Coupe du Monde de karting avec plusieurs Français intéressants que je suis. Merci beaucoup déjà à Homero pour son 23e mois de Prime, son 20e consécutif, c'est exceptionnel. Je vais en profiter pour remercier les follow précédents depuis le dernier live. Merci beaucoup à Adavoine pour le follow, Lazarus pour son follow et pour son Prime. Merci beaucoup à toi. Voilà, wow, ça m'a carrément bougé. D'accord. La finale de l'Eurocup 3 sans le champion, bah ouais, justement, j'ai une diapo sur ça où c'est littéralement mon titre, car Mattia Colnaghi, déjà sacré un week-end avant la fin, euh, est engagé à Macao. Attendez, je me replace un peu bien, je crois qu'on était comme ça, est engagé au Grand Prix de Macao avec PHM. Donc voilà, évidemment, il fait partie de ses favoris, de ses outsiders. Vous verrez, je vais me risquer un petit jeu des pronostics en classant un petit peu les pilotes du Grand Prix de Macao avec 5 étoiles pour les ultra favoris, une étoile pour les pilotes qui ont un peu rien à faire là. On pourra évidemment discuter de cette liste, mais c'est pas évident. J'essaie de faire vraiment euh, les favoris pour la victoire et pas vraiment en termes de talent pur. Parce que par exemple, voilà, Colnaghi, il est chez PHM. Est-ce que PHM ça joue vraiment devant? Ouais, le retour des petites étoiles, ouais, le retour des petites étoiles, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Bon, écoutez, sans plus tarder, on va commencer avec ce petit PowerPoint pour changer, hein, pour changer après tout, petit PowerPoint que j'ai préparé avant déjà. J'ai pas fait de live depuis 2 semaines, puisque globalement il s'était pas passé grand chose. Donc j'avais fait quelques petits tweets évidemment sur Twitter et sur Blue Sky pour ceux qui me suivent, mais je vais quand même un petit peu résumer ce qui s'est passé depuis le dernier live il y a 2 semaines. Il s'est passé pas mal de petites choses. Par ailleurs, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube en lien plus ou moins globalement avec le Grand Prix de Macao. Elle aborde le sujet Saint-Eloc Racing. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous lui faites, car elle est sortie il y a 48 heures tout juste, et elle est dans mon top 8 des vidéos les plus vues. Donc je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que, voilà, enfin, elle a passé les 1000 vues très rapidement. C'est peut-être avec la vidéo que j'ai faite, avec le live que j'avais fait avec Antoine, avec le Pit Stop F1 il y a 2 ans, c'est peut-être la vidéo qui passe les 1000 vues le plus rapidement. Franchement, je m'y attendais pas spécialement, mais tant mieux. Le truc, c'est que je comprends pas pourquoi ça a autant marché. Du coup, je sais pas trop, ouais, je sais pas trop pourquoi ça a marché autant. Mais merci beaucoup. En tout cas, pour cette vidéo qui vous a plu et pourquoi on a fait une vidéo sur Saint-Éloque, évidemment, c'est parce que ce week-end, c'est le dernier week-end de Saint-Éloque en monoplace. Ils seront engagés sur deux fronts, hein, à la fois à la Coupe du Monde de Formule régionale au Grand Prix de Macao et aussi à la finale de l'Eurocup 3. Et a priori, voilà, en 2026, on ne les reverra plus alors qu'ils étaient arrivés en monoplace mi-2022. Bref, je ne vous spoil pas la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais n'hésitez pas, après le live, à aller voir la chaîne YouTube Percy F1 et la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Bref, allez, assez blablaté, on va commencer. Euh, je te rappelle que l'année dernière, tous les pilotes que tu avais mis à 5 étoiles ont tous fini hors du top 5. Ouais, alors après, il doit y avoir des trucs de. Ils ont. Peut-être qu'ils jouaient devant et qu'ils se sont crashés ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'une victoire d'Ugo Gochuku, qui était 11e de Freka, devant Oli Goethe et Noël Léon, c'était pas franchement prévisible. C'était pas franchement prévisible. Et c'est évidemment à Macao, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Mais c'est. Il y a une grande partie quand même qui se joue dès la qualification et très facilement, plein de pilotes peuvent être piégés en qualification, que ce soit par des crashs qu'ils ont eux-mêmes causés. Parfois, c'est des pilotes devant eux qui se sont crashés et qu'ils n'ont pas pu éviter. Parfois, c'est juste ils amélioraient et puis bam, il y a un autre gars qui s'est crashé, donc drapeau rouge. Donc voilà, c'est juste voilà, c'est juste un petit exercice de style, on va dire, en mettant les favoris, les outsiders, etc. Mais on peut toujours avoir des surprises dans les rues de Macao. Ouais. Cooper Webster, top 5, impossible à prévoir.
Ouais, un top 5. Purée, je me rappelais même pas de ça. Je me rappelais qu'il était dans le top 10, mais top 5. Je me rappelais qu'il y avait eu des pilotes disqualifiés aussi à la fin pour des infractions techniques, style De Palo ou Aldairi, chez PHM d'ailleurs. Waouh, Webster top 5, je sais même pas ce qu'il devient lui d'ailleurs. Allez, on commence par les sujets dont on ne parlera pas vraiment ce soir, parce que voilà, il faut aussi que le live soit pas trop long, on va dire. Naël, c'était pas pour infraction technique, c'était parce que Saint-Éloque l'avait poussé dans la voie des stands. Donc assistance externe pour démarrer la voiture, etc. Oui, il faut pas qu'on va pas non plus s'éterniser et on va parler un petit peu de l'actualité de la semaine. On va parler notamment des tests qu'il peut y avoir à droite, à gauche et notamment parler de, enfin, parmi les sujets qu'on évoquera très brièvement, la F4 saoudienne, parce qu'il y a deux manches de F4 saoudienne ce week-end. Il y a la troisième manche du championnat à Jeddah lundi et mardi, et il y a la quatrième manche vendredi, samedi, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas ce week-end. Et qu'est-ce qui s'est passé en course 2? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc un championnat assez surprenant, hein, qu'on ne pensait pas vraiment regarder, mais il y a des pilotes très intéressants qui y roulent, comme notamment Thibaut Reimakers, non, je suis pas belge, donc non, mais le pilote belge, le pilote wallon, qui est champion du monde en titre de karting dans la catégorie Oka, qui fait ses débuts en monoplace. Et il y a aussi Chiara Bettig, pilote suissesse, l'une des meilleures féminines du karting, qui fait aussi ses débuts en monoplace en F4 saoudienne, avec le soutien du Red Bull Junior Team. Bon, on va pas se le cacher, la F4 saoudienne, c'est un petit peu une clim. C'est un petit peu beaucoup une clim, puisque Rainmakers et Bettig ne sont pas dans le match pour le podium. Pour l'instant, il y a eu 6 courses déjà et toujours aucun podium. Donc voilà, surtout pour Rainmakers, je pense qu'on en attendait beaucoup plus. Après, voilà, c'est la F4 saoudienne, c'est des circuits complètement, des circuits différents, une organisation différente. C'est Hightech qui prépare toutes les voitures, c'est Hightech qui fait tout, donc normalement c'est quand même un bon service de qualité de préparation de voiture. Normalement, ils ont un peu d'expérience quand même dans le domaine. C'est pas un promoteur saoudien random qui fait des setups de voitures dans son coin. Non, non, c'est high-tech. Donc, bon, pas. Voilà, on verra, on verra. Ah, salut, Gwenagan, qui nous fait un bonjour depuis Macao. Attends, à Macao, il est quelle heure? Mais il va te coucher, non? Attends, il est quelle heure? Il est, attends, plus 3 heures, enfin plus 7 heures, hein, plus 7 heures, donc il est 25 heures, il est 1h 41. Faut, faut dormir, il y a une grosse journée qui t'attend demain quand même. Bon, écoutez, euh, la F4 saoudienne, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé en course 2? Qu'est-ce qui s'est passé en course 2? Les feux se sont allumés, j'ai retweeté la vidéo. Les feux se sont allumés, ça a fait premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, et puis ensuite ça s'est arrêté. Il y a le commentateur qui est un commentateur très professionnel, Jake Sanson, tout simplement, le bond s'est arrêté pendant une vingtaine de secondes. T'as tout le monde qui regarde le cinquième feu, pourquoi il s'allume pas. T'as tout le monde qui le regarde comme ça, et puis au final, ben, le départ a été avorté, et donc finalement, ils ont même dû mettre un drapeau rouge et faire un départ lancé. Bref, c'était un petit peu amateur. Voilà, sinon pour côté sportif, c'est Lewis Wherrell qui est un rookie en monoplace, et Adam Alazari qui se sont imposés. Mais bon. La F4 indienne, bon écoutez, je sais pas vraiment ce qui se passe en F4 indienne, notamment pour notre français Sachel Roger. A priori, peut-être que Gwenagan en saura plus, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il est déjà reparti se coucher sur mes conseils avisés. A priori, la F4 indienne va rouler ce week-end, finalement, malgré un communiqué assez alarmant en disant que la saison serait décalée. J'ai pas tout compris, il y a des infos très contradictoires, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Bref, c'est la F4 indienne. En F4 brésilienne ce week-end, la F4 brésilienne était en support du Grand Prix du Brésil de Formule 1 à Interlagos. Et vous avez très probablement vu le crash de Gabriel Bortoleto au premier virage en course sprint dans le dernier tour. Bah, c'était pas le seul gros accident du week-end. Normalement, ça roule à Carrie ce week-end. Bon, ok. Mais du coup, je comprends pas leur communiqué qui fait genre que leur communiqué qui fait comme si ça allait pas rouler ce week-end et que ça roulerait en décembre seulement. Je...
Bon, bref, je comprends pas trop. En F4 brésilienne, il y a eu des très 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 gros crashs qui auraient pu très mal se finir. On a eu très très peur, notamment pour Ethan Nobels, qui est le petit frère de la pilote de F1 Academy Aurelia Nobels. Ethan Nobels qui est déjà monté sur le podium plusieurs fois en F4 brésilienne et qui a été mis en tête à queue, en tout cas par un pilote, et qui a reçu un très 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 gros choc latéral et qui s'en est bien sorti alors qu'il y a quelques contusions ça et là, pas de fracture de façon plus importante. Il a été quand même évanoui, il a perdu connaissance pendant une douzaine de minutes de ce que j'ai compris. Et voilà, au début, on avait très très peur. Au final, tout est bien qui finit bien, ou presque quand même, puisque on devait parler de lui pour le week-end de Macao, justement. Donc voilà, Ethan Nobel, ça a très logiquement déclaré forfait. Mais voilà, il y a eu beaucoup de très gros crashs en F4 brésilienne, et tout le monde va bien, avec voilà, une petite astérisque quand même pour Ethan Nobel, dont on espère un bon rétablissement en vue de l'année prochaine, puisque voilà, évidemment, fin de saison pour lui. Et enfin, la petite nouvelle de la journée, du début d'après-midi, Matteo Capieto, dont je vous parle depuis des années, hein, à l'époque de la F4 France déjà, à l'époque de la Freca. Il est ensuite passé en European Le Mans Series, il a fait un très éphémère retour en Freca cette année. Mais voilà, Matteo Capieto est le nouveau pilote désigné par Porsche pour être le Porsche Carrera Cup France Junior. Donc il va recevoir un soutien de la part du constructeur allemand, enfin de la branche française du constructeur allemand, en vue de la prochaine saison de Porsche Carrera Cup France. C'est une excellente nouvelle, surtout que globalement, il avait fait 2 saisons en ELMS avec Iron Lynx Proton. Ça s'était bien passé globalement. Il avait eu une victoire, si je ne dis pas de bêtises. Mais sauf que voilà, vous savez, la situation financière d'Iron Lynx est extrêmement, extrêmement précaire. Donc voilà, il y a dû avoir plusieurs coupes budgétaires, plusieurs pilotes qui ont dû être remerciés. Donc, le programme de Maceo s'arrêtait là, et il n'y avait pas vraiment d'autres propositions ailleurs, ou alors il fallait que ça soit lui qui amène l'argent, et de l'argent, il n'en a pas vraiment. Donc, il a participé au programme Porsche Carrera Cup France Junior, avec d'autres pilotes, Malo Boyer notamment, Matteo Spirgel, le champion d'Europe de karting, avec Paul Alberto, avec Dylan Estre, le petit frère de Kevin Estre, et c'est Maceo qui s'est imposé. Ouais, Maceo, comme le souligne Nix, qui est aussi à l'Estaca. Je sais plus il est en quelle année, puisqu'il a sauté 2 classes, Maceo, donc il est censé être en quelle année beaucoup, en tout cas. Enfin, il doit être proche de la fin de son cursus à l'Estaca, je pense. Euh, ouais. 18, 19, ouais, voilà, il doit être peut-être en quatrième année, j'ai envie de dire comme ça, quatrième année sur 5, à l'Estaca, normalement, si tout s'est bien passé, évidemment. Écoutez, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, avec notamment les tests. Et oui, qu'est-ce qui se passe en novembre? Bon, en décembre un petit peu moins, mais quoique, il y a aussi des tests prévus en décembre, en janvier, en février, en octobre, etc. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? C'est les tests. Ça ne roule pas, il n'y a pas vraiment de week-end, mais ça roule sur plein de circuits européens notamment, et on essaye de gratter plusieurs informations pour avoir les line-up pour la saison 2026. Certains line-up sont déjà décidés, donc on voit des pilotes comme Marie Boya testés chez Prema en F2. A priori, voilà, ça n'a pas été encore annoncé, mais normalement, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même peu, allez, semaines, on va dire, c'est dans les tuyaux. Roman Bilinski est en train de tester aussi, mais il y a quelques baquets un peu plus incertains que d'autres, et notamment ceux chez Trident. Et Trident a testé à Monza, si je ne dis pas de bêtises, 4 pilotes la semaine dernière. Oliver Goethe, qui est normalement l'un des favoris selon mes informations, mais aussi Christian Mansell. Et Christian Mansell, ça fait plaisir. Christian Mansell, ça fait vraiment plaisir après. Enfin, vous vous souvenez de Christian Mansell, voilà, cinquième de F3, qui devait passer en F2 chez Rodin, et qui au final a dû s'écarter du sport auto, de la F2, pour des raisons personnelles dont on n'a jamais vraiment su l'ampleur, la gravité de tout ça, et il a dû être remplacé par Amaury Cordil en plus, magnifique. Santé, on ne sait même pas, c'était raison personnelle, donc voilà, Christian Mansell, il a un diabète de type 1, il s'en est jamais caché, il est très transparent, il a toujours été très transparent sur ça. Mais voilà, en tout cas, si c'est raison de santé,
tant mieux puisque ça a l'air d'aller mieux. Et du coup, il a testé avec Trident en F2. Trident qui lui avait déjà offert un premier week-end, en tout cas qu'il avait fait rouler en fin de saison 2024. Donc là, il pourrait revenir pour la saison 2026 de F2. Et selon mes informations, à voir, mais il serait le favori. Il y a aussi d'autres pilotes qui ont été testés, Timek Kucharczyk et Tassanapol Intrapoufassak notamment. Mais ce serait nul de revenir juste pour Trident. Bah, je sais pas, en vrai, quand tu vois ce que fait ce qu'a fait Martinus Stensand sur un seul week-end à Bakou, tu te dis, bah, je sais pas, il y a peut-être un truc à faire, je sais pas. C'était peut-être un week-end un peu particulier, Bakou. Évidemment, mais c'est sûr qu'il va pas aller jouer le top 10, il va pas aller jouer le top 5 au classement. Double DNF, c'est un petit peu réducteur, c'est un petit peu réducteur au Méro quand même. Quand tu regardes la saison de Samy, vous savez à quel point j'adore Samy, mais enfin, après, ouais. Non, je veux dire, pour aller jusqu'au fond de ma pensée, pour moi, Stenson est un pilote plus talentueux, plus rapide, en tout cas au moins en monoplace que Samy. Par contre, c'est vrai que Christian Mansell, par rapport à Samy, je sais pas. Je sais pas vraiment. Donc bon point, bon point soulevé. Voilà. En fait, il y a quand même un flou sur tout ce qui s'est, enfin, sur ce qui s'est passé cette année 2025 et on n'a pas spécialement d'informations. Euh, voilà. Est-ce qu'il fait une Juan Manuel Correa et qu'il y a quelque chose de rédempteur de vouloir aller au bout de son rêve en Formule 2? Euh, je, je sais pas spécialement. En tout cas, à voir. Et en termes de, voilà, de capital sympathie, de positivité dans le paddock, ça va apporter un vent de fraîcheur assez nécessaire puisque c'est un pilote qui manquait à beaucoup, beaucoup de monde quand même. Mais donc voilà, pour moi, selon les infos que j'ai, ça serait Goethe et Mansell, j'en avais parlé sur Twitter. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit, bah non, ça sera pas ça. On verra, on verra, on verra. Mais il y avait aussi d'autres tests. Il y avait aussi d'autres tests. Ça a testé de la F3, ça a testé de la Freca, ça a testé de l'Eurocup 3, ça a testé de la GB3, ça a testé de l'Euro Formula Open, ça a testé de la F4, des F4, bon, des F4 principalement Tatus de deuxième génération quand même. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Trident fait rouler Tassanapol pour Macao. Après, pour Macao, on a toujours des deals un petit peu surprenants. Je me rappelle l'an dernier, on avait Alex Dunn chez Prema. Au final, ça a donné sur rien. C'est aux pilotes payants qui apportent de l'argent, l'opportunité a dû se faire. Mais oui, c'est dommage, par exemple, il n'y a pas de Roman Bilinski. Un Bilinski, ça aurait pu être sympa, je sais pas. Ou, ouais, euh, Bilinski, ancien de chez Trident, évidemment. Intra Poufassak, je crois qu'il a jamais roulé chez Trident, mais pourquoi pas. D'ailleurs, je crois que Trident, ils font rouler que des anciens de la F3, je crois. Attends, ils ont Stromstead, Intra Poufassak. Non, attends, je dis peut-être une bêtise. Je dis peut-être une bêtise. Attends, on va spoiler, regardez pas. Ta, 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 ta. Ah non, Siwurutun. Ok, Siwurutun. Siwurutun aussi, qui n'a pas de lien particulier avec Trident, hein. Donc je sais pas d'où ils se. Ouais, ouais, Ils ont signé des pilotes. Des pilotes pas mauvais, hein. Intra Poufassak, il est pas mauvais, quoi, comme pilote. Il a fait quand même 7ème de F3 avec une très grosse fin de saison bien aidée par sa Campos, mais c'est pas un mauvais pilote. Ok, bah. euh, Ouais, mais c'est ça aussi, ils testent en F2 aussi avec eux, donc je sais pas, ouais. Mais je sais qu'il teste en F2, on en a parlé juste avant, mais il avait pas de lien avant ça, je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, Reza, oui, non, Reza, j'en ai aucune idée. Ou peut-être, ou peut-être c'est plutôt comme les pilotes de GB3 qui vont faire de la FREC, qui vont faire de la Formule régionale européenne, mais bon. Bon voilà, pas mal de Français qui ont roulé et qui ont brillé, notamment lors des tests de Spa-Francorchamps. C'était vraiment très folklorique, ces tests de Spa-Francorchamps, puisqu'on apprenait un peu jour après jour des nouvelles informations, même 4-5 jours après j'apprenais des nouveaux pilotes, des avancées sur qui va où l'année prochaine pour nos Frenchies. Je pense on en saura déjà un peu plus après la fin de saison d'Eurocup 3, mais quand même, Arthur Dorisson a fait des tests avec G4 Racing qui se sont passés. Il a battu son coéquipier, même très largement son coéquipier. Son coéquipier n'est peut-être pas une référence, c'est Sakar Almao-Chergi, mais qui a presque une saison de Freca dans les pattes. Donc c'est déjà bien de lui mettre une seconde dans la vue directement.
Et il y a aussi Alexandre Munoz qui a l'air très proche d'aller chez ART, notre champion de France F4, l'un de nos représentants à la Coupe du Monde de F4 à Macao ce week-end. Et pour Alexandre Munoz, évidemment, ça s'est très très bien passé et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Il a battu tous ses coéquipiers, que ce soit jour 1, jour 2, que ce soit la première session du week-end, que ce soit la deuxième, troisième, quatrième, les 8 sessions, il a toujours été devant ses coéquipiers, que ça soit Enea Frey, qui a déjà une demi-saison de Freka d'expérience, que ça soit Kabir Anourag, qui avait déjà roulé facilement une dizaine, quinzaine de journées de test avec la Freka, que ça soit Gabriel Gomez, qui avait déjà roulé avec la Freka plusieurs jours et qui est vice-champion de F4 italienne. Voilà, donc Alex Munoz, il a fait forte impression vraiment durant ses tests, parfois en jouant avec les prémas de Sébastien Weldon, Kin Nakamura Berta, Salimana, qui ont déjà roulé pas mal, vraiment pas mal, vraiment énormément. Genre Salimana, c'est indécent le nombre de dizaines de journées, ouais, ça se compte en plusieurs dizaines de journées de tests en Freca pour le pilote colombien qui était en F4 italienne cette année. Donc non, Munoz, il a toujours été ouvert à ou soit Freca ou soit Eurocup 3. A priori, on a plutôt l'air de se diriger vers de la Frec avec Art Grand Prix. Maintenant, on va attendre un petit peu, mais c'est vrai que ça a l'air d'être l'opportunité principale qui se dégage. Maintenant, moi, la question que j'ai, elle est pour Jules Roussel, elle est pour Raphaël Perrard, qui a annoncé aussi son envie de monter, elle est aussi pour Ryan Caretti. Ryan Caretti, j'avoue que j'ai du mal à être optimiste sur une montée en monoplace, puisque même s'il a été quatrième de F4 française, et qui mériterait de monter après ce dont il a fait preuve cette année. Ryan Caretti, il a quand même participé au Porsche Carrera Cup Asie, comme Malo Boyer ou comme Maceo Capieto en France, mais lui en Asie, à Sepang, en Malaisie. Donc, participer à ça, souvent, c'est plutôt le signe que tu as fait une croix sur la monoplace. Après, il y avait aussi Akshay Bora qui était engagé dans ce championnat, qui était engagé dans ce programme. On ne sait pas encore d'ailleurs qui a gagné, même si Akshay Bora fait figure de grand favori. Donc, voilà, Ryan Caretti, je ne sais pas trop ce qu'il fera. Il faut qu'il y ait un Français chez ART en frais qu'on ne change pas les habitudes. Attends, en vrai, je crois que la première année, peut-être. La première année en. Attends. Non, je crois qu'en vrai, il y a un moment, peut-être 2021, 2022. Ah non, 2022, il y avait Esteban Masson au début. 2021, peut-être qu'il y avait personne. Il y avait Saucy, il y avait. Oula, il y avait qui? Mini et qui? Il y avait un troisième pilote, mais. Euh... Van Eupen, je crois. Je crois que c'était Van Eupen. Mais du coup, il n'y avait pas de pilote. Il n'y avait pas de pilote français chez ART en 2021. Ils font aussi un français chez RPM. Je ne sais pas si Enzo Peugeot va très bien vendre la chose, mais. Ah non, Van Eupen, c'est 2022? Bah attends, là, je sèche un peu, Saucy Mini. Faut pas qu'il fasse autant. Pasma! Patrick Pasma! Waouh! Oh, waouh, t'as ressorti des mémoires, là, des souvenirs très très lointains, là. Waouh! Ok, Patrick Pasma, ok. Faut pas qu'il fasse. Attends. Benito 56, t'avais dit quoi? Oui, faut pas qu'il fasse autant d'années que le dernier et qu'il puisse monter en F3 lui. Oui, en référence à Evan Gilter, bien entendu. Bah après, non, 2 années. Enfin, même si évidemment, avec une septième place en Freca, tu peux directement prétendre à monter en F3 directement. D'ailleurs, Taito Kato a fait septième de Freca aussi cette année. Il a fait septième de Freca et lui, il monte en F3. Donc c'est vrai que Evan aurait pu prétendre à une montée en F3 dès 2025, mais pour sa construction en tant que pilote, quand on voit ce qu'il a montré, enfin, voilà, en 2024, Evan, il avait encore pas mal de failles. En 2025, beaucoup moins. Et on l'a vu, enfin, cet hiver au Moyen-Orient, on l'a vu sur la fin de saison en Freca. Donc voilà, enfin, pour moi, il a vraiment beaucoup appris, Evan, durant cette deuxième année de Freca. Euh, Maintenant, voilà, hein, dans un monde idéal, Alex, il fait qu'un an de Freca et il monte, mais il va falloir un soutien extérieur. Puisque malheureusement, on est un peu sur le même profil qu'Evan, un pilote qui gagne la F4 France assez jeune globalement, qui pourrait monter potentiellement en Freca avec ART. Et c'est quoi la suite? Puisque voilà, question budget, il est pas aussi fortuné que certains pilotes. Donc ouais, va falloir voir.
faut pas se brûler les ailes, c'est sûr, des fois, c'est peut-être mieux de faire 2 années de trek. De toute façon, on verra comment ça se passe en 2026, on verra comment ça se passe. Voilà, s'il fait troisième dès sa première année, tu vois, il n'y a aucun intérêt de refaire une deuxième. Mais c'est selon les opportunités, selon tout ça. En tout cas, voilà, s'il continue, vraiment, c'est sa première journée, enfin, ses 2 premières journées avec la Freca. Après, c'est pas forcément le plus utile, on va dire, puisque la voiture va changer en 2026. Tout va changer, même les moteurs vont changer, etc. Euh, mais ça met bien dans le bain quand même. C'est une voiture beaucoup plus puissante que la F4 à laquelle il était habitué. Et directement de faire ça dès le premier jour, c'est vraiment très très solide, quoi. C'est vraiment très très solide, donc voilà. Il faut que RT gère le changement de réglementation aussi, chose qu'ils ne savent plus vraiment faire au vu de la F3 et de la F2. Après, en Formule Renault, enfin, quand ils étaient arrivés en cours d'année, ils sont arrivés en 2020 en Formule Renault Eurocup, ça s'était super bien passé, ils avaient atomisé le championnat. Oui, ils avaient atomisé le championnat avec Victor Martins, et même quand c'était passé à la Freca en 2021, ils avaient atomisé le championnat avec Grégoire Saucy. Voilà, je pense qu'on peut pas faire des généralités, même si actuellement en F2, F3, c'est vrai que ça se passe pas super bien pour ART, certes. Certes, certes, certes. Mais déjà, voilà, être devant des pilotes qui sont beaucoup plus expérimentés, qui ont déjà montré des choses, être devant Gabriel Gomez, pour moi, c'est vraiment super solide, quoi. Le problème, c'est que ça commence à dater. Oui, oui, oui. Bah, après, on verra. Hein, réponse, je pense, des. Alors, je sais pas si ART sera engagé au Moyen-Orient, mais je pense que l'objectif, toutes les voitures de. Enfin, les équipes de Freca, de Frec, pardon, en 2026, elles vont essayer de faire le championnat au Moyen-Orient pendant l'hiver pour se préparer. Puisque c'est la même voiture. Et ça va être la seule occasion. Il n'y a pas de test prévu avec la nouvelle voiture avant 2026. Il n'y a aucun test qui est autorisé en 2025, donc je pense, voilà, ils vont essayer beaucoup d'équipes de Freg vont essayer de rouler en Formule Régionale Moyen-Orient. Oui, d'ailleurs, je le dis dans le diapo aussi d'Horisson, Arthur Dorisson qui est roulé avec G4, euh, qui fait partie des candidats pour rejoindre G4 en FREC. A priori, il était diminué à la cheville, de ce que j'ai entendu, il était blessé à la cheville, donc c'est peut-être pour ça qu'il était un petit peu loin des chronos des autres équipes. En attendant, même diminué, il met 1 seconde à son coéquipier plus expérimenté. Côté F4, il y avait aussi plusieurs pilotes de F4 qui étaient engagés, notamment Maverick McKenna, pilote assez intéressant, franco-américain, avec une licence française avec Field Racing, Guillaume Bouzard qui roulait également. Mais il y a un truc qui a attiré mon attention, c'est ART, qui a fait rouler 3 F4. Jade Jacques, ce qui n'est pas étonnant vu qu'elle devrait rouler en F1 Academy après sa saison de F4 France, et qu'elle devrait rouler avec ART. Et on avait Thibaut Raemakers, dont on a parlé en F4 saoudienne, et Matteo d'Auvergne, pilote français, pilote normand, dont je vous compte les exploits en karting depuis. Je crois que c'est vraiment le premier pilote de karting jeune dont j'ai parlé il y a 3 ans, il y a plus de 3 ans déjà. Et Matteo d'Auvergne était le plus rapide des 2 jours devant Tibor Raemakers. Donc c'est assez prometteur, c'est assez intéressant pour d'Auvergne qui a été finaliste à Field Racing notamment. Et voilà, il y avait aussi d'autres pilotes qui étaient engagés. Enzo Dellini qui a été le plus rapide des F3. Il y avait plusieurs Prema, plusieurs Campos, plusieurs équipes d'engagés. Théo Final avait aussi testé. Et la deuxième journée, il a testé en Eurocup 3. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Un retour en Spanish F4 Winter Championship, je ne sais pas. Enfin, dans le cas de Matteo d'Auvergne, a priori, c'est que ART a peut-être, prépare des pilotes en vue de la F4 française. Mais donc, la F4 espagnole hivernale, c'est pas la même voiture. Et, et aussi, désormais, on n'a plus le droit de faire des championnats à côté de la F4 France. Donc par exemple, dans le cas de Jade Jacquet, si elle fait de la F1 Academy l'an prochain, elle ne pourra pas faire de F4 France, parce que la F4 France n'autorise pas d'autres championnats. Donc voilà, donc même les championnats hivernaux, il y a des Français qui ne pouvaient pas faire la F4 Emirati ou la Formula Winter Series cet hiver parce qu'ils roulaient en F4 France. C'est un petit peu bête. Mais enfin après je peux comprendre pour l'égalité, etc. L'égalité des 30 pilotes engagés, etc. Mais je trouve que
c'est un petit peu empêcher leur progression artificiellement, et c'est un petit peu dommage. Et par exemple, pour Jules Caranta, en 2024, ça avait été cool quand il avait pu faire la F4 Emirati. Non, mais c'est une nouvelle règle, c'est de cette année la règle. Et Andy Consani, je crois, il voulait faire, je sais plus quel championnat, il avait pas le droit de le faire. Euh, voilà, il y a eu plusieurs cas où ça a été empêché. Après, maintenant, une fois que les pilotes ont fini la saison de F4 française, ils peuvent aller où ils veulent. D'ailleurs, on a eu Lisa Billard en F1 Academy, on a Pablo Rico Bonobello qui roule en F4 espagnol ce week-end. Mais voilà, c'est nul. Je comprends l'idée, je comprends l'idée, mais pour moi, en fait, ça peut plus leur faire prendre du retard sur d'autres pilotes. Si t'as le budget, autant y aller, autant te préparer et rouler dans un championnat hivernal. Andy F4 italienne encore, bah, de toute façon, sa seule option, c'est F4 italienne chez AirAce. J'ai l'impression que ça va plutôt dans la bonne direction, mais voilà, tout dépend de Mercedes. Voilà, tout dépend de Mercedes. Donc voilà, conclusion, nos Français vont vite. Bah franchement, vraiment, après la saison de Freka, fin d'année de Freka, il y a eu 2, 3 semaines, enfin ouais, 2 semaines avec des essais et zéro Français engagé. Ou alors que des Français attendus, style Andy chez RS, Andrea Dupé chez Prema en F4. Et il y avait des équipes de Freka qui testaient et vraiment zéro Français. J'étais en train de me dire, mais attends, mais nos Français ils sont tous fauchés, ils ont plus une thune ou ça se passe comment? Donc voilà, au final, on a des réponses pour Alex Munoz, on a des réponses pour Arthur Dorisson. Maintenant, c'est pas tout. Il y a aussi des réponses pour Matteo Giacardi, le pilote monégasque qui était en F4 française cette année. Bon, moi, selon mes infos, selon mes infos, Giacardi, il devrait plutôt faire de la freak. Peut-être que ça a changé puisqu'il a testé en GB3 avec Hill Speed Racing. Voilà, maintenant quid de Roussel. Moi, surtout Roussel, j'ai envie de savoir où il va. Perrard, où il va. Iglesias d'ailleurs, est-ce qu'il reste en F4 France? Est-ce qu'il va ailleurs? Est-ce qu'il monte dans un championnat? Je ne sais pas vraiment. Salut Darksider83, j'arrive et ça parle d'Alex Munoz, comment ne pas être heureux? Bah, globalement, ce live, c'est un petit peu. Enfin, voilà, on parle que de ses tests et on va reparler de lui dans quelques minutes quand on va reparler du Grand Prix de Macao en F4, de la Coupe du Monde de F4, où il est l'un de nos représentants français engagés. Mais donc voilà, il n'a pas eu besoin d'attendre Macao. Alex Munoz a déjà brillé en cette fin d'année après son titre en F4 France. Évidemment, il fallait qu'on en parle. Un petit peu la grosse nouvelle d'hier, qui avait déjà été. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Matteo De Palo chez McLaren, on s'y attendait pour le vice-champion de Freca. Ça avait déjà un petit peu fuité il y a quelques semaines. Les départs d'Hugo Chukwu et de Badoer, c'était déjà annoncé aussi. Enfin, voilà, c'était très attendu. Moi, le départ qui m'a surpris, c'est Martinus Tensor. Le dernier français dans la McLaren Academy, eh bien, j'ai regardé, puisque j'ai regardé la page Wikipédia du McLaren Driver Development Programme, il n'y en a eu qu'un seul. C'était dans les années 90. C'était Nicolas je sais pas, Minassian, pilote qui a brillé par la suite en endurance. Mais sinon, depuis les années 90, enfin, oui, voilà, il n'y a eu que lui. Et au XXIe siècle, il n'y a eu aucun Français chez McLaren. Je sais pas, je sais pas, on vous a donné Prost quand même comme champion. Vous voulez pas, on tente de faire un truc et tout. Voilà, le dernier Français avec lequel il y a eu quelque chose, c'était Théo Pourchère. On a vu comment ça s'est terminé. Donc ouais, je sais, ouais, un petit peu dommage. Peut-être à l'avenir. J'ai pas de bruit en tout cas en ce sens, mais peut-être à l'avenir. Alex, par exemple, hein, fais-toi plaisir, hein. Alex Munoz chez McLaren, moi je signe, hein, je signe dès demain, hein. Est-ce que tu penses qu'on aura l'annonce de Slater ce soir dans le... Ah, c'est ce soir! Hmm, je sais pas, je trouverais ça bizarre de l'annoncer sans lui vu qu'il est à Macao. Euh, non, je pense pas du coup. Je pense pas, même si voilà, comme je l'avais dit sur Twitter, sur Blue Sky, Freddy Slater devrait être chez Audi, hein. Il a passé tout le week-end de Monza accompagné d'Alan McNish, tête pensante du projet Audi F1. Euh, nos confrères belges ont tellement la génération dorée à venir. Oui, alors évidemment, il y a Dries van Langendonk qui est chez McLaren, qui va faire ses débuts à plein temps l'an prochain, normalement F4 britannique chez Rodin.
Et il y a Thibaut Raemakers. Bon, les débuts en monoplace sont un petit peu, voilà, pas aux attentes, mais ça reste un championnat automnal, on va dire. Ce qui va vraiment compter, c'est l'année prochaine. Il y a aussi Thomas Strauven qui a explosé la F4 espagnole. Il y a aussi Ehan Ekemans qui a été le meilleur rookie de la F4 espagnole. Mais les Belges ont perdu Max et Lando. Ouais, 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 mais peut-être qu'ils vont bientôt prendre leur revanche. Alors, je sais pas si ça sera des talents euh, de la taille de Norris et Verstappen, mais, voilà, potentiellement, alors je sais pas trop pour Eikemans, mais au moins pour Strauven, mais surtout pour Van Langenhont et Ramakers, on est sur des trajectoires de pilote F1 potentiellement. Ils en sont à leur tout début, ils ont 15 ans, mais voilà, c'est possible. Merci beaucoup à Saki Sakirumba pour son 12e mois de Prime. D'ailleurs, tu as vu, j'ai accepté ton invitation sur LinkedIn, donc tu fais partie de mon réseau. On sait jamais, peut-être que ça servira un jour. Euh, donc voilà, donc oui, Ugo Chukwu, Badoer, bon c'est un petit peu logique, hein, Badoer, il a fait une saison cataclysmique malheureusement en F3. Ugo Chukwu, c'est une saison moyenne, alors il est pas aidé par sa préma, mais surtout beaucoup d'erreurs, puisque sur le dernier tiers de saison, on a vu Préma vraiment faire un énorme bond en avant en F3, et il en a profité, en qualif c'était très bien, et il y a beaucoup d'erreurs, je pense à Monza, là comme ça en tête, où il la perd tout seul à Ascari. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs. Et pourtant, enfin, voilà, on parle du tenant du titre du Grand Prix de Macao. Mais voilà, force est de constater que un an après, il y a eu trop de déceptions. En Freca, c'était une déception. En F4, enfin, c'est un bon pilote. C'est un bon pilote, mais au vu de tout le budget, de toutes les ressources qu'il a, c'est difficile de le voir en pilote crédible pour la F1 et crédible encore plus pour McLaren qui est aujourd'hui un top team et qui est champion du monde de F1. C'est dur de... Enfin voilà, forcément ils doivent aller rechercher l'élite et Dries Van Lange donc, bah, c'est vraiment le profil type pour ça. Matteo De Palo, tu vois, je sais pas. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une. Enfin, il y avait. Ouais, Benito 56, c'était intéressant. Ouais, ça ressemble à Badoer la saison passée, mais lui pourra profiter d'une Trident Force l'année prochaine et pas d'une Préma. Ouais, à voir si ça peut faire une différence. Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment, parce que ça va être dur aussi. Il sera avec une Trident, mais il sera beaucoup plus exposé à ses coéquipiers, notamment Freddy Slater. Il a beaucoup surpris cette année, évidemment, en se battant avec Slater. Et là, ils vont avoir la même voiture. C'est. Enfin, voilà, t'es coéquipier de Slater et voilà, va falloir gérer ce statut. Personne l'attendait vraiment chez Trident en Freca cette année, surtout après avoir été battu par Théophile Nael et Enzo Peugeot l'an passé chez Saint-Éloque. Donc voilà, à voir. De toute façon, il n'y a pas la place chez eux, ça sert à rien, je trouve. Bah, ça dépend, ça peut aller très vite la Formule 1. Ah voilà, par exemple, il y a 3 mois, on disait que si Norris s'était battu, peut-être qu'il n'aurait pas le mental et que voilà, il s'effondrerait complètement et que du coup il partirait bientôt. Peut-être que finalement, contre toute attente, c'est Piastri qui n'aurait pas ce mental, à mon grand dame, mais qui n'aurait pas ce mental. Et est-ce que, enfin, il y a eu des rumeurs un petit peu farfelues à la Piastri chez Ferrari en 2027, etc. Il peut y avoir de la place, et il peut y avoir de la place, même si leur duo est probablement euh, un excellent duo, même si Piastri est dans une phase délicate, ça reste l'un des meilleurs pilotes du championnat. Peut-être pas voilà, dans le top 3, mais dans le top 6, 7, 8 facilement. Top 6 facilement, je pense. Mais voilà. Pas autant que Russell Antonelli. Yann, tu dis ça juste après le Grand Prix où ils font, bah, pas double podium, mais où où Antonelli fait son meilleur week-end. Donc ouais, pour moi, Russell est meilleur que Norris pour moi, et Antonelli c'est moins bon que Piastri, mais peut-être un plus gros potentiel. Mais ça c'est juste des vibes, hein. J'ai pas vraiment d'argument spécialement, mais c'est Berman chez Ferrari en 2027. La F1 va très très vite, et oui, il a fait 2 grands prix exceptionnels, la Berman, et c'est vrai qu'il est dans une bonne forme, mais rappelez-vous à la pause estivale, Berman, on se disait, bon, Berman, il floppe, hein. C'est le seul rookie dont on n'a pas parlé sur la première moitié d'année. Et là, évidemment, là en ce moment, il est en train de mettre une petite tannée à Ocon, à mon grand malheur. Mais voilà, c'est très très bon. Mais voilà, il faut toujours rester mesuré dans la culture de l'instant. Et c'est vrai que là, Berman, il est en train de flamber complètement.
Kimi moins bon que Piastri, c'est pas un peu hot take? Bah non, enfin Kimi c'est sa première année. Peut-être actuellement, peut-être que Antonelli est en train d'intégrer le top 10 des pilotes de F1, mais sinon non, là, Kimi il est moins bon que Piastri, mais c'est normal. Enfin, c'est sa première année, je lui demande pas d'être aussi bon que Piastri. Euh, à l'instant T, à l'instant T, bah, ça dépend. Oui, Piastri actuellement il a plus aucune confiance, mais ça reste un pilote plus complet. Ça reste un pilote plus complet que Antonelli, quoi. Et puis oui, aussi Antonelli, voilà, il était dans un week-end où le dioxyde de titane, ouais, le dioxyde de titanium était autorisé, donc évidemment il a fait un bon week-end, ça paraît logique. Ça paraît logique. Donc voilà, pour Stenson, voilà, je suis un petit peu déçu que McLaren ne le garde pas, surtout qu'il a fait un très bon week-end de F2 pour ses débuts à Bakou. Mais après, c'est vrai que ces 2 saisons de F3, elles sont décevantes. Après ce qu'il avait montré en Freca, c'est décevant. D'ailleurs, le parallèle peut être intéressant entre Stenson, qui sortait un petit peu de nulle part, même si c'était pas vraiment le cas, qui a fait vice-champion de Freca en jouant le titre presque jusqu'au bout face au grand, grand, grand favori qui était Antonelli. Et là, tu as Matteo De Pallo qui sort un petit peu de nulle part, tout est à prendre avec des pincettes, hein, il sort pas non plus de nulle part ses pilotes, hein, il avait été très bon en F4, mais qui a fait une super saison, qui fait vice-champion derrière le gigantesque favori Freddy Slater. C'est marrant de voir ce petit parallèle. J'espère que ça se passera mieux pour lui en F3, parce que malheureusement, Stenson, même s'il a fait 5ème cette année, c'était pas assez. C'était pas assez. Sa perf de 2024 pour Martinus, bah c'était pas bon. Attends, de 2024? Donc tu veux dire sa première année de F3? Bah sa première année de F3, elle est ratée, tout simplement. Tout simplement. Année de rookie et il a, je sais pas mis en pas assez de confiance, pas assez de, ou peut-être trop de pression parce qu'il y a McLaren qui est arrivé, parce qu'il y a beaucoup d'attentes après ce titre de vice-champion en Freca. Voilà, P5 avec une Trident, c'est comme une P20. Bah, ça dépend P20 avec quelle équipe. Ça dépend. Non, P5 encore ça va, hein. Ça va. Quand Fornaroli faisait 11ème avec une Trident en F3, on n'en faisait pas tout un foin, hein, mais pourquoi Naël n'est pas avec Saint-Éloque à Macao? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et c'est vrai que ça m'a intrigué moi aussi. Euh, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ça. Et justement, parlons-en. Parlons-en de ce Grand Prix de Macao, puisque au final c'est quand même le sujet de de ce live Coupe du Monde de Formule Régionale, deuxième édition du Grand Prix de Macao en tant que Coupe du Monde de Formule Régionale. Vous voyez 10 équipes, 27 pilotes, et pour moi, c'est une entry list, enfin une liste de pilotes vraiment solide. Enfin vraiment, je suis hype. À la fois pour la Formule Régionale, à la fois pour la F4 dont on va parler tout à l'heure, je suis hype. Déjà parce qu'il y a un contingent français assez sympa et assez... enfin, voilà, les trois peuvent potentiellement jouer la victoire. On va voir si je les mets en 5 étoiles, en 4 étoiles. Vous allez voir mes pronostics juste après. Mais voilà, je veux dire, on a Matteo De Pallo, vice-champion de Freca, on a Jin Nakamura, un jeune pilote Toyota, on a Enzo Dellini, qui a été quatrième l'an passé et meilleur rookie l'an passé aussi, qui a fait troisième de Freca. T'as Théophile Naël, qui a été l'un des meilleurs rookies cette année en F3. T'as Marie Boya, qui avait fait aussi un très solide Grand Prix de Macao l'an passé, vice-champion de F3. Attendez, non, pas vice-champion, non, c'est Tsolov qui est vice-champion, je crois. Boya qui a fait troisième de F3 cette année. Bon, Evans Grand Prix, bon, on sait pas trop ce qu'ils font là, mais t'as les frères Wurtz et Yamakoshi. Bon, ok, pourquoi pas. T'as Prema avec Freddy Slater. Freddy Slater, voilà, Freddy Slater, quoi, le champion de Freca, futur pilote Audi, le futur pilote Audi de 2028. C'est habituel que des pilotes de F3 y soient. Ouais, bah déjà l'an passé, on avait eu Oli Goethe et Noël Léon qui avaient été sur le podium. C'est un petit peu leur. C'est un petit. Enfin voilà, le Grand Prix de Macao, c'est un prestige qui va au-delà de la simple catégorie Formule régionale. C'est l'épreuve la plus mythique. Alors c'est peut-être un petit peu moins mythique qu'à une certaine époque, je pense quand même. Mais oui, il y avait Beganovic, il y avait Dunn aussi. Donc vous voyez, il y a pas mal de pilotes de F3 qui viennent, qui descendent en formule régionale, essayer d'aller chercher cette victoire qui, voilà, sur un palmarès, vainqueur du Grand Prix de Macao, ça claque, quoi. Ça claque.
Evan gagne et Mercedes le prend dans son académie dès lundi. Ah, va falloir faire vite, hein, il n'y a plus que 2 places en F3, donc ça commence à se compliquer. Euh, Ça doit faire un peu bizarre de redescendre dans une voiture de Formule régionale, je suis d'accord. Surtout que bon, la Formule régionale, c'est celle-là en tout cas, c'est une voiture très compliquée à conduire, très lourde, etc. Dans les rues de Macao, ça doit pas être évident de se réadapter. Donc voilà, Slater Aldairi qui avait été très bon l'an passé, même s'il a eu une saison de fracas assez moyenne. Honcho Leong qui est un pilote local qui a gagné déjà 2 fois le Grand Prix de Macao. Bon, c'était un petit peu particulier vu que c'était en période Covid. Oui, c'était en période Covid, donc il n'y avait que des pilotes de F4 chinoises, mais déjà vainqueur 2 fois. James Egozi et Owen Tangavelou, notre Vietnamo-français qui roule pour Saint-Eloc. Owen Tangavelou, c'est sa dernière course, c'est son dernier week-end en sport automobile. Saint-Eloc, c'est leur dernier week-end en monoplace également. Ils sont bons les pilotes Toms. Alors oui, alors malheureusement je les confonds un petit peu avec Kiyoshi Umegaki qui est chez Van Amersfoort Racing. Je l'ai noté dans la diapo d'après, mais les trois sont bons et les trois peuvent faire quelque chose. C'est pas comme l'an dernier où il y avait des pilotes un petit peu moyens envoyés par Toyota, style Rintaro Sato, qui a depuis fait 9ème de F4 France, voilà, qui était aussi 8ème ou quelque chose comme ça de F4 japonaise l'année d'avant, et qu'ils ont envoyé directement là. Là, c'est vraiment des top pilotes qui jouent les victoires, qui jouent les titres en F4 japonaise, qui jouent les titres en Formule régionale japonaise, qui jouent les titres en Super Formula Light. Donc les trois, je vais caricaturer, les trois japonais qu'on connaît pas, parce qu'ils ne roulent pas en Europe, ils sont bons. Ils sont bons au Japon, maintenant à voir comment ça se passe à Macao. D'ailleurs, beaucoup de japonais, hein, Jin Nakamura, on a aussi Kanatoli, on a aussi Taito Kato qui a toujours un drapeau français. Normalement, ça devrait être sa dernière apparition avec le drapeau français, donc voilà. Tokiya Suzuki, oui, voilà, champion de F4 japonaise, Yuki Sano, deuxième, ouais, en Super Formula Lights. Euh, donc voilà, on a aussi voilà, Yuki Sano Suzuki, Mattia Kolnagi qui est chez PHM, Mattia Kolnagi champion d'Eurocup 3 qui manque la dernière manche, mais de toute façon il est déjà sacré champion donc il s'en fiche. Enzo Ye, José Garfias, bon ça c'est un petit peu moins clinquant sur le papier, mais voilà, Mattia Kolnagi. ART aligne son line-up de Freka de cette année, Evan Gilter qui a déjà roulé à Macao l'an passé, Taito Kato, Kanatoli. Chez Trident, on a Noah Stromsted, Tassanapol Intrapuasak, Reza Siurutun. Ça va être peut-être un petit peu le cauchemar de certains commentateurs qui ne savent pas vraiment prononcer et s'appliquer pour prononcer des noms de famille. Et chez Van Amersfoort Racing, Kiyoshi Umegaki, Timek Kucharchik et Zen Ruishi. Bon, c'est dommage de finir par ce nom qui est beaucoup moins vendeur, mais Timek Kucharchik aussi très bon pilote, champion d'Euro Formula Open. Canatoli, t'es sympa, mais laisse ta place en F3, ça fait vraiment tâche. Hein. T'as le line-up d'ART, c'est Maciej Gladic, qui est un top pilote d'Eurocup 3. T'as Taito Kato, qui est un très bon pilote Honda, champion de F4 française et 7ème de Freka cette année. Et puis, bah, t'as Canatoli, 14ème de Freka. Alors que tu aurais pu avoir Evan Gilter qui est 5ème, mais bon voilà, il y a évidemment des contraintes budgétaires qui font que voilà. Faut bien que les salariés de ART mangent. Bah ouais, faut bien quand même. Hein. C'est vrai que Noah Stansted va quitter la Mercedes Academy. Attends, je tente de me rappeler. Bah c'est pas impossible. Là, comme ça je saurais plus trop dire. Faudrait que je sais plus trop. Je sais plus trop. Je sais plus trop. Je sais plus. Désolé. Mais en tout cas c'est possible. C'est fortement possible au vu des performances qui n'ont pas été tout simplement assez bonnes. Mercedes n'a pas grand intérêt. Enfin, c'est un peu le même cas que Stenson en quelque sorte. Euh, enfin, même je classe Stenson au-dessus de Stromstead, mais il n'y a pas de potentiel F1. Surtout, tu as Russell, tu as Antonelli, tu as potentiellement Verstappen qui pourrait arriver en 2027. Qu'est-ce que tu vas faire avec Noah Stromstead dans ton académie? Enfin, prépare l'avenir. Prépare l'avenir, oui, voilà. Enfin, Stromstead, malheureusement, il s'est fait exploser par Rafael Camara cette année chez Trident en F3. Voilà, je comprends pas trop le principe de le garder encore, mais à moins qu'il apporte de l'argent, ou je sais pas, mais sinon, sportivement parlant, j'ai du mal à le voir en F1, encore moins avec Mercedes, quoi. Ils ont déjà investi pour les FP1, donc encore moins d'intérêt. Oui, 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 oui.
Oui, je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas vraiment grand intérêt à garder Stromsted, chez Mercedes. Donc voilà, une entry list, comme je vous l'ai dit, voilà, folle. On a Slater, De Palo, Denis, Gilter, les meilleurs de la Formule régionale cette année. Dommage, on n'a pas Pedro Clerot, quatrième, ou Akshay Bora, sixième. On a Mattia Colnaghi, le champion de l'Eurocup 3. On a Tim Kucharczyk, le champion Euro Formula Open. On a des top pilotes de la F3 de cette année, Boya, Stromsted, Nael. Et on a aussi voilà, pas mal de pilotes qu'on connaît moins évidemment parce qu'ils roulent au Japon et que on ne peut pas suivre tous les championnats en même temps. Mais voilà, Yuki Sano, deuxième de Super Formula Light, Tokiya Suzuki, champion de F4 japonaise sur le fil, un titre qui a un petit peu fait parler au Japon. Il y a peut-être eu un petit peu de lobbying de Toyota pour que ça soit pas un pilote indépendant, donc hors Toyota, hors Honda qui gagne. Je dis ça, je dis rien. Et deuxième de Formule régionale japonaise, donc il a fait un double programme. Et on a Kiyoshi Omegaki, actuel leader de la Formule régionale japonaise. Donc voilà, sur le papier, en tout cas, ça a l'air vraiment très sympa. Maintenant, quel est le réel niveau de ces championnats par rapport au championnat européen? C'est toujours un petit peu difficile à déterminer. Et aussi Suzuki fout clairement Sato dehors dans la dernière course en plus. Oui, mais je crois que les deux pilotes ont été pénalisés pour ça parce que Itsuki Sato, justement, qui roulera en Coupe du Monde de F4, il aurait gagné un avantage, etc. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. J'ai pas regardé la course en direct, mais a priori, Suzuki aurait dû être pénalisé, mais voilà, ça arrangeait bien tout le monde que ça soit un pilote d'un constructeur qui gagne et pas un pilote indépendant de 22 ans en plus, donc 4 ans plus âgé que Tokiya Suzuki. D'ailleurs, oui, c'est des pilotes assez jeunes, des pilotes japonais. Voilà, j'en profite pour les présenter, mais voilà, c'est des pilotes de 17-18 ans, donc qui sont clairement dans le coup pour potentiellement bah, voilà, monter en F1 si tout se passe bien pour eux. Euh, voilà, contrairement à des pilotes beaucoup plus âgés que Toyota peut parfois envoyer, voilà, je pense à Ryo Hirakawa, 32 ans, Rito Momiyata qui a 25 ans. Là, c'est vraiment des pilotes qui peuvent prétendre de façon à la F3, à la F2, à la F1, peut-être à l'avenir, on ne sait pas. Évidemment, il y a des équipes qui sont un petit peu plus favorites que d'autres, car on sait déjà un petit peu comment ça s'est passé l'an dernier. Air Race est tenante du titre, avait gagné avec Ugo Gochuku. Enzo Deni avait été quatrième et meilleur rookie. Là, il s'avance en plus avec deux palos vice-champion et Enzo Dellini troisième de Freca. Air Race sur le papier, c'est dur d'être plus favori que ça. Par contre, et je l'ai pas mis dans le diapo, je pense quand même qu'il va falloir surveiller Hard Grand Prix. Et j'avoue, peut-être ma grosse cote ou je sais pas, je sais pas, mais j'ai envie de penser, mais je sais pas, il me manque peut-être des éléments pour vraiment affirmer ça à 100%. J'ai envie de penser que Evan Gilter, j'ai envie de penser que Evan Gilter est peut-être favori pour le Grand Prix de Macao. Pourquoi? Est-ce que je suis pas en train d'être ultra biaisé et ultra chauvin? Tout simplement parce que les voitures qui sont engagées, ce ne sont pas des Freca, ce sont des formules régionales. Enfin, ce sont les mêmes voitures que celles utilisées en formule régionale Moyen-Orient. Ce sont donc les Tatus, moteurs Alfa Romeo, Autotechnica, etc. Déjà, Evan Gilter est en confiance, hein. Sa fin de saison de préca, il fait 5 top 4 consécutifs, il fait 3 podiums consécutifs, il fait une pole position sur le dernier meeting, il est en confiance. Malheureusement, il y a eu un trou noir entre le deuxième et le septième meeting, mais sinon, il a fini très très fort. Et c'est pour ça qu'il a pu arracher la cinquième place au championnat, mais il a fini fort. Mais au-delà de ça, ART, c'était la meilleure équipe au Moyen-Orient. Et là, il réutilise ces voitures-là. Maintenant, c'est des pneus différents. Là, je crois que ça sera des pneus Pirelli et c'est des pneus GT au Moyen-Orient. Donc voilà, peut-être que je m'emballe beaucoup trop et peut-être que juste ils ont beaucoup mieux compris les pneumatiques GT utilisées au Moyen-Orient que les pneumatiques Pirelli qui seront utilisées à Macao. Mais je me dis que Gilter et ART ont une carte à jouer. Mais ouais, c'est peut-être la différence, elle se situe peut-être dans les pneus. Mais Evan a fini fort aussi l'année de Freca. Et il est débarrassé de ce gros boulet de Wharton, comme nous dit Homero. C'est vrai que Wharton lui avait un petit peu gâché à 2 reprises et l'avait craché à 2 reprises à Macao.
Voilà, on avait envie de tout casser, à la fois en qualification et à la fois en course. Donc voilà. Pinnacle, c'est une équipe qu'on ne connaît pas vraiment, hein, qui ne roule pas dans les championnats européens, c'est une équipe asiatique, mais qui joue toujours devant. L'année dernière, ils avaient fait un podium avec Noël Léon, qui n'est pas non plus le père d'euro de l'année, quoi. Et ils alignent deux pilotes qui viennent de la F3, Mari Boya et Théophile Nael, deux pilotes qui ont brillé en F3, qui ont alors, Naël n'a pas gagné des courses, mais voilà, il a été brillant quand même, il a fait plusieurs podiums. Ça me fascine quand même qu'on ait eu aucun Français vainqueur en F3 cette année, alors que les deux font une bonne saison, voire même une très bonne saison, je trouve, dans le cas de Naël. Ouais, voilà. Si ça utilise les pneus Pirelli, Prema va peut-être galérer face à RS. Ouais, peut-être. J'ai du mal à mettre Slater en favori numéro un. D'ailleurs, pour moi, enfin, voilà, à Macao, de toute façon, il y a beaucoup trop d'incertitudes pour mettre un favori numéro un. Mais, euh, mais voilà, Prema est peut-être est pas forcément la favorite. Ce temps est révolu. D'ailleurs, déjà l'an passé à Macao, Prema avait été assez en retrait. Slater avait quand même, il avait battu largement ses coéquipiers Dino Beganovic et Alex Dunn, et il était quatrième, et il a tout tenté pour aller chercher le podium, et il s'est craché dans le dernier tour. Mais c'était déjà très solide jusqu'à ce crash. Donc Slater devrait quand même jouer devant. En plus, surtout, pour moi, il y a le Slater de 2024 et le Slater de 2025, c'est pas du tout le même pilote. Il a énormément gagné en maturité et d'être justement beaucoup plus challengé, à la fois au Moyen-Orient, à la fois en FRECA. Ça l'a beaucoup plus fait mûrir et gagner en régularité. Il fait aucune erreur. Il fait aucune erreur. Et donc, oui, il fait forcément partie des favoris. Il fait partie des favoris que je vais mettre à 5 étoiles tout à l'heure. Et puis voilà, pour moi, ils sont pas du tout favoris, mais voilà, on est obligé de parler de Saint-Éloque et du pilote Owen Tangavelou. Les deux entités, on va dire, font leur dernière course en monoplace. Et voilà, si vous voulez approfondir le sujet, j'ai bien évidemment une vidéo sortie avant-hier sur Saint-Éloque et sur Owen. Voilà mes favoris. 5 étoiles pour les gigas favoris pour moi, pour ceux qu'on attend vraiment devant. 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile pour les pilotes qui n'ont un petit peu rien à faire là et dont voilà, on s'attend à rien. Voilà, vous pouvez débattre. Donc, pour ceux qui ne. Pour ceux en rediffusion qui ne regardent pas l'écran 5 étoiles, j'ai mis donc les RS de Matteo De Palo et Enzo Dellini. Pour moi, ça me paraît assez évident, à la fois équipe, à la fois pilote. Pour moi, ça me paraît logique. Enfin, les deux devraient jouer devant. Freddy Slater, voilà, enfin, tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe. Je pense que je l'aurais mis là. Je pense. Euh, et Evan Gilter pour les. Donc, excellent pilote, champion de Formule Régional Moyen-Orient. Et j'ai envie de penser que RT sera peut-être de nouveau devant. D'ailleurs, l'an passé, ils avaient eu une très grosse vitesse de pointe. C'est juste que, voilà, Wharton avait fait un petit peu n'importe quoi ce week-end-là à Macao. Euh, un peu dur avec Oscar Wurz. Non, 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 non. Je suis désolé, Oscar Wurz. Non, non, non. Je suis désolé. On peut que le mettre là pour le moment. Il est très jeune. Hein, peut-être que dans quelques années, ça sera mieux. Mais là, aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup trop jeune pour être là. Naël, pour l'adaptation à la voiture, ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est la même chose pour Marie Boya. En fait, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à mettre des pilotes de F3, donc Boya, Naël, etc. Et j'ai du mal à les mettre en 5 étoiles, puisque je me dis forcément ça. Il y a le côté adaptation de la voiture. Ça fait un an qu'ils n'ont pas, qu'ils ont rien fait, enfin, qu'ils n'ont pas roulé en formule régionale. Mais je suis bête, enfin, alors, j'imagine que ça doit être ça. En fait, c'est pour ça que au final a dû rouler en Eurocup 3 là, la semaine dernière à Spa-Francorchamps. J'y pense. Alors, c'est pas la même voiture, c'est un kit aéro un petit peu différent, mais ça doit carrément être pour ça. Campos, ils n'ont pas de voiture de Freca, donc ils ont dû lui passer une voiture d'Eurocup 3 pour qu'il puisse rouler et un petit peu se réadapter. Mais c'est carrément ça. Mais je suis un génie. Enfin, non, je suis bête de ne pas y avoir pensé avant. Mais oui, oui, il a roulé en Eurocup 3. Il a fait une journée d'Eurocup 3. Mais bah oui. Non, mais c'est très bien. Euh, Bah, j'y avais pas pensé. Voilà, la voiture est pas exactement pareille, c'est un kit aéro différent, mais c'est le même châssis, c'est la Tatus T318 qui est utilisée d'ailleurs pour la dernière fois en course ce week-end. Euh, donc oui, c'est pour. Enfin, j'ai pas confirmé avec Théophile, hein, mais ça me paraît logique en fait. Il va donc gagner. Bah c'est vrai que
Du coup, il a passé ce côté adaptation. En plus, Spa-Francorchamps, un circuit assez long, etc. Puisque voilà, comme on l'a dit, Pinnacle, sur le papier, tu te dis, c'est quoi cette équipe? Et bah, dans les faits, Pinnacle, c'est toujours très très fort, en tout cas à Macao, et vraiment l'an dernier, ils ont eu un podium avec Noël Léon. Ouais, Naël Boya, ça peut faire des dégâts, hein. Ça peut faire des dégâts. J'ai mis Rachid Aldairi avec 4 étoiles. C'est peut-être un peu gros, mais l'année dernière, il avait été très très bon. Alors, ça avait été comme très souvent d'ailleurs, il faisait n'importe quoi dans ses défenses et menaçait de tuer à peu près tous les pilotes qui tentaient de le dépasser, mais il avait été très rapide. Donc j'ai quand même envie de le mettre parmi les outsiders. Maintenant, c'est vrai que mettre Aldairi à côté de Naël et Boya, ça fait un petit peu bizarre. Euh... Ouais. Ouais, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre de mettre Aldairi à 4 étoiles quand même, hein. Avec Kolnagi en plus, parce que j'ai mis Kolnagi, Mattia Kolnagi, qui va rouler à Macao, qui avait déjà roulé l'an passé avec MP Motorsport dans les rues de Macao, et là il roulera chez PHM. Et c'est pour ça que bah, il roule chez PHM. Donc j'ai du mal à voir. Alors PHM l'an dernier, ils avaient aussi joué le top 5 avec De Palo, avec Aldairi, et au final ils avaient été disqualifiés techniquement. Euh, donc ouais voilà, j'ai du mal à le mettre tout en haut par rapport à ceux qui ont des RS, des Préma, et par rapport à ceux qui ont passé toute une saison en fréca avec cette voiture spécifiquement. Voilà, j'ai du mal à mettre Colnaghi 5 étoiles, mais sinon en termes de talent pur, 5 étoiles Colnaghi pour moi. Stromstead, balle perdue. Mais en fait, Stromstead, pour moi, c'est après sa saison de F3 qu'il a eu, où il s'est fait vraiment. Enfin, sa saison est pas mauvaise en soi, on peut pas vraiment lui tomber dessus non plus, mais c'est juste. Voilà, t'as le même niveau d'expérience que Camara. Camara, il domine le championnat, toi t'es sixième. Voilà, ou cinquième, sixième. Non, sixième, c'est Stenson qui est cinquième. Voilà, j'ai du mal à être très. Ouais, c'est peut-être un peu dur de le mettre à 3 étoiles du coup, Stormstead. Mais en plus, il est avec Trident. Trident qui n'a pas roulé Trident qui découvre le Grand Prix de Macao. Oui, Trident va découvrir la piste de Macao. C'est aussi un combo pilote-équipe, hein, aussi, hein. Quand j'ai été dur sur certains pilotes, c'est aussi parce que voilà, l'équipe, j'ai du mal à les voir beaucoup plus haut. Euh, et Stormstead, voilà, n'a pas roulé avec cette voiture depuis pas mal de temps déjà aussi. Donc en 4 étoiles, j'avais Naël, Boya, Aldairi, Kolnagi. 3 étoiles, j'avais Jin Nakamura qui est la troisième RS. J'avais Iyu Yamakoshi. Bon, il a eu une fin de saison très compliquée, mais je pense que c'est quand même un bon pilote. Yuki Sano, le pilote japonais envoyé par Toyota. Taito Kato chez ART. Et en plus, qui a aussi une très très bonne fin de saison où il a vraiment enchaîné les bonnes performances et il s'est rapproché vraiment en termes de rythme pur comparé à Evan Gilter. Timek Ucharchik, j'aimerais le mettre plus haut, mais voilà, Van Amersfoort Racing découvre aussi le Grand Prix de Macao. Et c'est un très bon pilote, mais j'ai du mal à le mettre dans la catégorie vraiment tout au-dessus aussi en termes de talent pur en tant que pilote. Stampsel, Interprovazak, Siwurutun, c'est les trois pilotes Trident, trois bons pilotes. Trois bons pilotes. Et du coup, bon pilote, ça va dans 3 étoiles. Je peux pas trop les mettre beaucoup plus haut. 2 étoiles, Charlie Wurz, James Egozi, Owen Tangavelouche, mais les deux pilotes Saint-Éloque là, voilà, dans des bonnes voitures de temps en temps. Alors après, ça peut être sur des coups d'éclat. James Egosis, il peut faire des coups d'éclat aussi, hein, donc pas non plus à écarter. Et d'ailleurs, l'an passé, Naël avec Saint-Éloque avait aussi montré une belle vitesse de pointe, des beaux dépassements. Voilà, Tokiya Suzuki, José Garfias. Tokiya Suzuki, voilà, c'est peut-être encore un petit peu tendre quand même pour la Coupe du Monde de Formule Régionale. José Garfias, Kanatoli, Kiyoshi Umegaki. Et en une étoile, j'ai mis Oscar Wurz, qui est. Je suis d'accord avec, je sais plus qui disait ça, mais FC Benoît 7, oui, je suis d'accord qu'il a peut-être plus de potentiel que son frère, mais là, la question, c'est pas une histoire de potentiel, c'est ce week-end, là, aujourd'hui, enfin, cette semaine, je veux dire. Donc, Oscar Wurz, voilà, il est quoi? 17e, 18e d'Eurocup 3 avec. Enfin, voilà, il n'était pas mauvais en F4 tchèque avant ça, mais c'est de la F4 tchèque.
Euh, voilà, Charlie Wurtz a beaucoup plus d'expérience. Et rien que le fait que, ben, avec toute l'expérience qu'il a, voilà, Charlie Wurtz est dans la catégorie au-dessus. Bon, Charles Léong, enfin, je l'ai mis à une étoile, même s'il a gagné 2 fois le Grand Prix de Macao, mais je suis désolé, le gagner dans des F4, face à des pilotes de F4 chinoises, désolé. Enzo Yes, c'est peut-être un peu dur. Voilà, peut-être qu'on peut le monter au-dessus. Et Zen Ruichi, c'est peut-être un peu dur aussi, vu qu'il a fini quand même assez fort et qu'il roule pas mal. C'est peut-être un peu dur aussi, mais voilà, faut faire des choix, faut mettre des pilotes dans des catégories à une étoile. Euh, et, euh, et voilà, faut faire des choix. Donc ces choix, je les ai faits. Ça a pas tout, ça, alors ça a un petit peu fait débat au début, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes d'accord avec mes choix. Après voilà, hein, si prono du podium, mais c'est impossible de faire. Déjà j'essaie de me mouiller en mettant les pronostics. Alors prono du podium, je pense qu'il y a à peu près 0 personne l'an dernier qui avait prédit un podium de Hugo Choukou, Goethe et Léon. Euh, c'est dur, c'est dur. Euh, je vais dire Slater premier. Voilà, malheureusement. Et ça va faire genre vraiment saison historique et tout, machin. Slater, Naël deuxième. Il aura toujours pas sa victoire de l'année, vous en faites pas. Et 3, j'ai envie de dire Enzo, mais je suis peut-être un peu trop chauvin. Euh, je sais pas, parce que vraiment, enfin, c'est tellement imprévisible. C'est tellement imprévisible. Voilà, l'an dernier, on a eu cinquième Cooper Webster, hein, quand même. Donc, Colnaghi. Voilà. Colnaghi, en fait, malheureusement, j'espère peut-être provoquer de la chance, mais je vois vraiment Enzo Deini genre faire quatrième, encore, comme l'an dernier, malheureusement. Mais être la meilleure RS, par contre. J'espère qu'il sera devant De Palo, qu'il sera devant Jin Nakamura. Voilà, je vois Deini quatrième. Après, voilà, je mets quand même un Français sur le podium, deuxième, et Goethe, j'avais même oublié qu'il avait fait Macao. Bah, je me rappelle, on avait suivi les courses à l'époque. D'ailleurs, on suivra les courses aussi ce week-end. On suivra le Grand Prix. Merci beaucoup à Toux pour le Prime. Merci beaucoup à toi. Et je m'en rappelle surtout, Goethe, on avait suivi la course ensemble. Il dormait. Il dormait. Évidemment, à Macao, il y a plein de crashs et plein de safety cars. C'est le propre de Macao. Mais il avait été vraiment pas bon. À chaque relance de safety car, il se faisait endormir par Hugo Choukou et il n'a jamais été une menace pour la victoire. Enfin, ouais, voilà. Il y en a beaucoup trop qui pourraient finir sur le podium, c'est trop compliqué. Bah ouais. Déjà tous les pilotes 5 étoiles, 4 étoiles, et puis même dans les pilotes 3 étoiles, tu te dis, bah je sais pas, un Kato, un Kucharchik, un Stromstead, pourquoi pas, hein. Ouais, voilà, les autres j'ai du mal à voir beaucoup plus haut quand même. Mais ouais. Ça va être très intéressant, c'est toujours un week-end très particulier. T'as des pilotes de plein de championnats différents qui viennent. Oui, oui, Matteo De Palo qui va déjà étraîner sa livrée McLaren, ouais. Ouais, ouais, qui va déjà étraîner sa livrée McLaren. On suivra même la course à 2 heures du mat. Alors, c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde de F4 à 2 heures du matin. Je ne pense pas. Je vous tiendrai informé si. Je vous tiendrai informé, mais je pense que ça va être compliqué. Parce que bah, enfin, vous le savez, je suis plus vraiment tout seul à la maison, donc voilà. Et à cette heure-là, la petite, elle dort bien. Elle dort bien, vraiment 2h15, elle fait tout le temps dodo. Systématiquement, elle fait dodo à ce moment-là, donc je pense que ça va être compliqué. Euh, ça va être compliqué. J'aimerais bien une surprise à la Webster. Bah moi j'aimerais bien que ça soit Owen Tangavlu, tu vois, pour sa dernière. Ce sera un beau cadeau d'adieu, j'ai envie de dire, au sport automobile. Pour Owen qui va se concentrer sur des études de commerce, je crois, dans une école parisienne à la rentrée 2026. Ça va chuchoter la victoire de Munoz. La victoire ASMR. Non, je vous tiendrai au courant s'il y a moyen de faire quelque chose, mais on a les heures françaises des lives, j'ai rien vu sur le YouTube FIA au Macao Grand Prix. Euh, je c'est à la fin du diapo. C'est à la fin du diapo, c'est à la fin du live. J'ai mis tous les horaires français et je le partagerai sur Twitter aussi. D'ailleurs, peut-être qu'à 20h. Non, je crois pas. Enfin, mais je partagerai aussi les horaires sur Twitter et sur Blue Sky, mais sinon c'est à la fin du live.
C'est à la fin du live tous les horaires de Macao, aussi de l'Eurocup 3, etc. On passe à la Coupe du Monde de F4 de Formule 4, première édition de la Coupe du Monde de F4. Pas d'équipe, que des pilotes avec une coopération entre Min Times, promoteur de F4 chinoise, et la Fédération française du sport automobile, la FFSA. Donc c'est une Coupe du Monde avec l'accent français quand même. Vous voyez cette liste hétéroclite, mais avec quand même pas mal de champions de F4 de cette année. Et côté français, voilà, nos 3 représentants français, Jules Roussel, Alex Munoz et Ryan Caretti. On va débriefer un petit peu plus cette liste, mais on voit des très gros noms, des noms qu'on retrouvera déjà en F3 l'an prochain comme Tion McLaughlin. On retrouve aussi, bon alors Ethan Nobles, on en a parlé très rapidement en début de live, mais voilà, blessé le week-end dernier en F4 brésilienne, donc il n'y aura que 19 pilotes, à moins qu'il y ait un remplaçant de dernière minute. Mais ce serait vraiment de dernière minute, hein, parce que les premiers essais, ça a lieu cette nuit. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de remplacement. En fait, il n'y aura que 19 pilotes. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi voilà, Harry Bansal, champion de GB4. Il y a aussi Emanuele Olivieri, champion de F4 Moyen-Orient. Sébastien Weldon, Kin Nakamura Berta, champion de F4 italienne. Il y a des très beaux noms quand même. Comme je l'ai dit, voilà, une Coupe du Monde de Formule 4 avec l'accent français. Non, il n'y a pas d'équipe, c'est vraiment. C'est comme la F4 française. C'est comme la F4 française et c'est tout le monde a la même voiture. Et donc c'est la même voiture d'ailleurs qui est utilisée en F4 française et en F4 chinoise, la JSF4. Comment on dit? JSF 422 ou JSF 422? Je ne sais pas. Anciennement appelé Migal d'ailleurs, c'est la même voiture. Et d'ailleurs, c'est pour ça les stories d'Enzo Peugeot qu'on a pu voir la semaine dernière où il était sur le circuit de Zhuhai en Chine, c'était parce qu'il était là pour tester ses F4 pour justement les étalonner, s'assurer qu'il n'y avait pas de soucis techniques, de choses comme ça. En vrai, je m'attendais à ce qu'ils envoient Aurélia. Ah, c'est vrai. Euh, mais non, du coup, enfin, il y a quelqu'un dans le serveur qui a dit qu'Aurélia Nobel, elle était en. Attends. Attends. Qui était en train de tester du GB3. Non, mais je dis peut-être une boulette, attends. Elle testait du GB3, je crois, aujourd'hui. Ouais, j'ai peut-être fumé. Si, Aurélia Nobels qui teste du GB3. Donc ça m'étonnerait qu'elle aille à Macao, là, comme ça. Euh, voilà, donc je pense qu'on restera à 19 pilotes. Évidemment, le fait d'utiliser cette Ligier, ça devrait offrir un avantage aux pilotes qui sont passés par la F4 française, chinoise, indienne. Donc voilà, on espère que ça peut donner une petite chance supplémentaire à nos pilotes français. On va avoir ouais, tous ces pilotes-là, ouais, KNB, Weldon, McLaughlin, Olivieri, avec des logos FFSA Academy. Je ne sais pas s'il y aura le logo FFSA Academy sur la voiture, mais je ne sais pas s'il y aura le logo. Mais en tout cas, la FFSA Academy travaille dans l'ombre avec Enzo Peugeot notamment pour l'organisation de cette Coupe du Monde de F4. Voilà, il y a plein de champions de F4 de cette année sur la liste et vraiment des noms où tu te dis potentiellement, là aussi, c'est très tôt encore, mais c'est des noms qui peuvent prétendre à la F1 dans quelques années ou si on fait une liste de, je sais pas, des 50 pilotes en F2, en formule de promotion actuellement, en F2, F3, formule régionale, F4, qui peuvent être en F1, bah clairement ils en font partie. Il y en a vraiment beaucoup qui en font partie. Je me demande si la FFSA va reprendre Naël. Très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce serait logique après son excellente première saison en F3. Quid aussi d'Enzo Dellini, je ne sais pas non plus. Mais voilà. Donc voilà, il y a vraiment les championnats majeurs de F4 qui sont représentés en dehors de la F4 espagnole, vu qu'il y a également, enfin la F4 espagnole roule ce week-end, on va en reparler très très brièvement à la fin. Mais voilà, il y a F4 italienne, britannique, française, il y a aussi les championnats plus mineurs qui sont représentés, la F4 tchèque qui est représentée, la F4 japonaise, la F4 chinoise évidemment, en assez grand nombre qui est représentée. Et donc vous avez mes pronostics pour la Coupe du Monde de F4. Fionn McLaughlin, récemment annoncé en tant que pilote F3 chez Hightech, pilote du Red Bull Junior Team. En plus, Homero, j'y ai pensé. Très honnêtement, j'y ai pensé à Kioli, mais bon, voilà. C'est pas un cador, on va dire, de la F4 espagnole. McLaughlin, j'ai envie de mettre Alex Munoz évidemment dans cette liste, champion de F4 France, de quelle manière, avec le plus grand écart de points jamais enregistré sur son poursuivant depuis Ayumu Iwasa en 2020, qui connaît la voiture,
Après, voilà, Macao, ça sera une découverte pour tout le monde. Donc, les circuits urbains, ça sera une découverte pour tout le monde aussi. Malheureusement, la F4 France n'a plus le Grand Prix de Pau, parce que le Grand Prix de Pau n'a plus lieu. Mais c'est dommage, ça aurait pu offrir un avantage supplémentaire à nos pilotes de la F4 France. Kin Nakamura Berta, bon, le gars, il a tout explosé en F4 italienne et en Euro 4. Voilà, Nakamura Berta quoi. Et Emanuele Olivieri, j'ai envie de le mettre aussi dans le 5 étoiles, puisque champion de F4 Emirati, F4 Moyen-Orient cet hiver, et très bon aussi en Europe avec Air-Race. Air-Race qui a plus de mal en Europe qu'au Moyen-Orient, mais voilà, Olivieri c'est un top, top, top pilote, top talent. Euh, je suis obligé de mettre ces quatre là. Après, enfin, c'est peut-être encore plus difficile puisqu'on a encore de faire les pronostics pour la F4 que pour la Formule régionale, puisque on a beaucoup moins de recul sur les pilotes de F4. Il y en a certains, ils en sont à leur première année en monoplace, à leur deuxième à tout casser. Ils n'ont jamais roulé à Macao, ils n'ont jamais roulé en circuit urbain. C'est pas évident de trouver, euh, ouais, de trouver tout ça. Moi, si je suis une académie de F1, je saute sur un Olivieri, bah, carrément. Carrément, carrément Olivieri, j'espère qu'il aura une académie. Il est déjà soutenu par un concessionnaire Audi. Est-ce que ça peut l'aider pour entrer dans l'académie Audi? Je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà. 4 étoiles, j'ai mis Jules Roussel, le troisième, à ex-aequo, avec le vice-champion de F4 française, Jules Roussel. Qui s'est beaucoup entraîné, on l'a vu dans le simulateur à Macao avec Arnaud Tanguy notamment. Itsuki Sato, alors qu'il a déjà roulé avec la F4, avec la Ligier. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu haut, même si c'est un nom qu'on connaît pas beaucoup en Europe. Itsuki Sato, vice-champion de F4 japonaise, après avoir mené tout le long la saison de F4 japonaise. Il a fait une manche de F4 indienne également, où il a testé la Ligier notamment, où il s'est imposé directement d'entrée de jeu. Sébastien Weldon, je le mets un cran en dessous de Nakamura Berta, c'est pour ça que je le mets à 4 étoiles. 3 étoiles, je les mets pour Ryan Caretti. En plus, Ryan Caretti, voilà, il a testé avec la Porsche. Est-ce que ça peut pas un petit peu le changer Voilà, je ne sais pas exactement, donc je le mets à 3 étoiles. Avec Rintaro Sato, qui connaît bien la voiture parce qu'il a roulé en F4 France cette année. Harry Mansell, Gino Trappa, Thomas Berman, le petit frère d'Oli Berman. J'ai ensuite 2 étoiles pour Thiago Rodriguez, qui est le pilote local, mais bon, pas beaucoup de références en dehors de ça, mais qui connaît très très bien, qui connaît bien Macao, évidemment, ça sera voilà, le pilote local. Ethan Nobles, voilà, je l'aurais mis à 2 étoiles, donc de toute façon, il l'a déclaré forfait. Shimo Zhang, champion de F4 chinoise, qui est aussi de la partie à 1 étoile. J'ai mis Chong Wang Li, Emily Coty et Kimi Chan. Beaucoup de pilotes de F4 chinoise. Alors peut-être que je les sous-estime beaucoup. Peut-être que je les sous-estime beaucoup parce que dans un même temps, c'est vrai qu'ils connaissent la voiture. Donc ça peut offrir un avantage, mais c'est pas des top pilotes, y compris en F4 chinoise. Alors Kimi Chan, voilà, deuxième de F4 chinoise, mais c'est pas. Voilà, c'est assez loin d'ailleurs du premier. Et le premier, Zhang, qui a fait un passage en F4 tchèque, qui n'est pas du tout de la référence, il était loin du compte. Donc voilà, c'est pour ça que je mets les pilotes de la F4 chinoise aussi loin. Le Berkid, le petit frère de d'Oli Berman, ça n'a pas le talent du grand frère, je pense. Je crois qu'il a fait 7ème de F4 britannique cette année. Voilà, il n'a pas les mêmes références en karting non plus. Il n'a pas 7ème de F4 britannique avec high-tech en plus, alors que McLaughlin, lui, est champion. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais non plus. Je le mets à 3 étoiles. C'est un bon pilote. C'est un bon pilote F4. Maintenant, à voir si voilà, il fera carrière en sport auto. Pour l'instant, c'est encore assez tôt, quoi. On a aussi en dehors de Macao, on a aussi deux championnats qui se terminent. L'Euro Cup 3, cher à Jules Caranta, qui se termine sans le champion. Mattia Colnaghi est déjà sacré et s'est envolé pour les rues de Macao. Donc on va avoir une bataille pour la deuxième place au championnat entre Valerio Rincella, dont l'avenir devrait plutôt se dessiner en endurance, Ernesto Rivera et Casper Stuka. Resse Carrasquedo devrait rester à la 5ème position.
Il y aura une bataille pour la 6e place, notamment entre Jules Caranta, James Egozi n'est pas là, et Enzo Tahnvanichkul. Évidemment, pour Jules Caranta, l'objectif c'est de finir fort, c'est de finir avec une victoire si possible. Ça serait sa première victoire de la saison. Maciej Gladish est 9e, le futur pilote ART en F3, Cardenas est 10, devant Fittipaldi, Apkazava, Berry, Gareth Berry évidemment, pilote Saint-Éloque. Là encore, ce qu'on a dit pour Macao est aussi vrai en Eurocup 3, c'est le dernier week-end de Saint-Éloque en Eurocup 3. Car l'Eurocup 3 a déjà annoncé les équipes pour 2026 et Saint-Éloque n'en fait pas partie. Macedo, Belov qui effectue un énième retour dans une voiture de formule régionale. Steven Haydens qui est présent. Attendez, oui, Steven Haydens il est présent. Steven Haydens il est présent. Merci beaucoup Kimi63 pour son 14e mois de Sun. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Yannis Steven Haydens qui fait son retour ce week-end avec GRS aux côtés de Maximilian Popov. D'ailleurs, 5e de F4 italienne et déjà annoncé en formule régionale européenne chez Trident l'an prochain. On a ensuite Darianani, Wurz, Kota, Barashi et on a Luciano Morano à la porte des points avec un 11e place et toujours aucun point, mais voilà, il est 21e, l'autre français engagé dans ce championnat. Voilà, bon, globalement, la diapo reprend ce que j'ai dit. Voilà, ça serait bien de garder cette 6e place au championnat, de finir devant Tahnvanichkul et surtout d'aller chercher cette victoire. Maintenant, est-ce que la Campos lui en donnera les moyens? Est-ce que la malchance l'épargnera? On verra. Il sortait d'un bon week-end la dernière fois. Très content de te retrouver en stream. Bah écoute, moi je suis tout aussi content de vous retrouver aussi tous en stream. Il avait fait un très bon week-end, hein, un très bon samedi hein, la dernière fois à Jerez où il avait fait P2. À voir ce que ça va donner cette fois sur le circuit de Barcelone. La F4 espagnole aussi termine sa saison à Barcelone également, avec Thomas Strauven qui est déjà sacré champion. Il est devant René Lamers au championnat et Anneke Mans et 3e est déjà champion rookie. Prezirovski, Francot, Kota, Nathan Tai, Montero, Schaufler, Cantan, etc., etc., etc. Je ne vais pas faire tous les pilotes non plus. À noter quand même sur la liste des pilotes plusieurs changements, notamment les débuts de Rocco Coronel, donc qui est de la famille Coronel, hein, Tom et Tim Coronel, etc. Ceux qui arrêtaient pas de spammer tout le monde sur Twitter à un certain moment. Mais Rocco Coronel, jeune pilote Red Bull, est un très très bon talent. Il vient tout juste d'avoir 15 ans à la fin d'octobre dernier, je crois. Champion Ginetta en titre. Vous savez, les Ginetta, c'est des petites voitures de sport qui sont un petit peu le premier échelon des formules de promotion britanniques. On peut y accéder dès l'âge de 14 ans. Et ça a vu passer de nombreux pilotes, hein, Lando Norris, voilà, plein d'autres, Zach O'Sullivan, Jimmy Chadwick, etc. Et Rocco Coronel a largement dominé la première moitié de saison. C'est un petit peu fait rattraper sur la fin, mais voilà, il a été champion de Ginetta, succédant à Ethan Jeff Hall, jeune pilote Mercedes qui avait été champion l'an passé. Et là, il est chez MP Motorsport. Ouais, très hype. Ouais, je suis d'accord. Très hype par Coronel. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. On a un Français qui sera sur la grille avec Pablo Rico Bonobello, 16e de F4 française cette année, qui roulera chez GRS. Donc, GRS, c'est une seule arrivée dans les 18 premiers en 18 courses. Donc, c'est difficile d'être très optimiste. Et on a aussi le retour de Rafaela Ferreira, la jeune pilote V-Carb en F1 Academy, qui roulera chez DriveX. Elle est en pleine confiance après sa victoire en F4 brésilienne, à voir si elle peut créer la surprise. Mais malheureusement, on a quand même vu une grosse différence entre le niveau en F4 brésilienne et F4 espagnole. Donc à voir ce que ça va donner pour la pilote féminine brésilienne. Un petit point sur le karting, sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. On s'approche de la fin du live. Il y a une grosse Coupe du Monde de karting ce week-end. On va en parler. Il y a déjà eu la Coupe du Monde, un peu la finale mondiale des moteurs Yamé en karting. Il y a eu des très belles performances de côté français, notamment de Charles Ural, pilote né en 2014, rendez-vous compte, qui a signé la pole position en mini. Malheureusement, la suite du week-end a été plus compliquée, mais la vitesse était là. En senior, Oscar Guccio, on va en reparler, du fils de Jacques Guccio, l'ancien pilote de F3000 et des 24 heures du Mans, qui a été exceptionnel lors de la finale pour remonter de la 14e à la 4e place. Tu peux montrer 2 secondes le tableau de la F4? Oui, t'inquiète. De la F4 espagnole. Il est là. Oscar Guccio qui a fait une très grosse finale mondiale Yamé. Enfin, vraiment, la finale mondiale Yamé, c'est. Je vais pas dire que c'est
quasiment aussi ah non, de Macao, ouah, tu demandes. Ici. Ça, voilà, les Coupes du Monde Yamé, c'est un niveau qui a une catégorie qui a révélé pas mal de pilotes comme Oli Berman, Théo Finale notamment, pour citer les noms les plus. Pour les étoiles. Frère, c'est pas un tableau. C'est là. Et sinon, de toute façon, la rediffusion sur YouTube arrivera dans la soirée, bien entendu. Donc oui, le point karting, machin, Oscar Guccio qui a été vraiment très 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 solide sur la finale mondiale Yamé. En WSK, la WSK c'est une série italienne qui regroupe les meilleurs pilotes internationaux en Oka Junior et qui sert souvent on va dire de préparatifs pour les championnats d'Europe, championnats du monde, FIA, Oka Junior. Matteo Rivals a été prometteur sur un premier week-end dans cette nouvelle catégorie avec un premier top 10. Et en mini, donc la catégorie des 8-12 ans, on a eu la victoire d'un Français, Stan Ratajski, le franco-polonais, qui a signé une très très belle victoire. Donc félicitations à lui, il va passer dans la catégorie d'âge supérieur en Oka Junior l'an prochain normalement. Les nouvelles de Julia Monlor, non. Non, parce que non, je n'ai pas de nouvelles concernant Julia Monlor, parce que sa saison a été un petit peu décevante en FFSA Junior, en championnat de France Junior. Donc je ne sais pas si elle gardera le soutien de Mercedes, mais ça s'est pas passé comme prévu, son année en karting, on va dire. Et donc ce week-end, il y a une Coupe du Monde. Évidemment, en karting, le souci, c'est qu'il y a plein de choses. Il y a les Rotax, les Yamé, les Oka Junior, il y a la WSK, etc. Et là, la FIA trouve pertinent de créer une nouvelle compétition. Qu'est-ce que c'est cette compétition Arrive and Drive? Donc littéralement, arrive et pilote, quoi. Arrive et conduit. C'est une nouvelle compétition qui a lieu en Malaisie ce week-end avec tous les pilotes qui s'affrontent avec du matériel identique fourni par un même groupe. Et globalement, les pilotes, ils apportent leur équipement, leur casque, voilà, et leurs gants, etc., leur combinaison de pilote. Et puis, ils ont tout à disposition et tout normalement est étalonné pour faire en sorte que ça soit le même matériel pour tout le monde. Là, ça va être un circuit en Malaisie, un circuit assez technique, assez compliqué, je pense. Donc que tous les pilotes, en dehors des pilotes malais, vont découvrir. Pour cette Coupe du Monde, c'est que des pilotes sans expérience au niveau des championnats du monde et d'Europe FIA qui sont autorisés. Donc voilà, par exemple, un Matteo Rivals, par exemple, n'aurait pas pu rouler là-bas vu qu'il a déjà roulé en Oka Junior, en championnat d'Europe et championnat du monde. Il y a deux catégories, junior pour les 12-14 ans, senior pour les 14-19 ans, et le vainqueur en senior va recevoir une bourse, notamment financière, pour soutenir sa progression en Formule 4. Le vainqueur junior recevra aussi une contribution financière pour un programme en karting Oka Junior. Et donc, dans tout ça, on a 3 Français engagés, donc, dont une Française par ailleurs. Oscar Guccio, bon voilà, on en a parlé, j'en ai vraiment pas mal parlé cette année sur Twitter et sur Blue Sky, puisque c'est en 2010, donc ça veut dire que il va... Voilà, l'objectif c'est de passer en F4, probablement de la F4 française l'an prochain. Fils de l'ancien pilote de F3000 Jacques Guccio, 4ème de la finale mondiale Yamé il y a quelques semaines, vice-champion de France FFSA Junior, ce qui est quand même une belle performance d'être vice-champion. Même si c'était l'un des plus âgés, c'est aussi l'un des plus lourds. Donc c'est aussi un handicap. Voilà, il faut remettre les choses en perspective, mais il a été battu par Matteo Rivals. En effet, il a été champion rookie des Yamé Benelux en senior aussi. Bref, il fait une très très bonne saison. Et là, potentiellement, bah voilà, c'est le seul Français engagé en catégorie senior. Et il a l'occasion de finir peut-être avec une victoire en Coupe du Monde et d'avoir une bourse financière pour faciliter un passage en F4 France l'an prochain. En catégorie junior, il y a 2 Français. Rival, s'il avait plus d'expérience, oui, il était vice-champion déjà l'an passé, alors que Guccio découvrait un petit peu le format fédéral français. Mais oui, non, mais ça reste une excellente année, surtout voilà, au vu de son poids et de son âge. On a une Française, Léonie R, née en 2011, 14 ans, l'étoile montante française. Voilà, on avait Dorian Pain, on avait Lisa Billard, maintenant on a Léonie R qui a été 10ème du championnat de France FFSA Junior, là encore, avec une vraie belle progression. Enfin,
meeting après meeting, dans le championnat de France FFSA Junior, elle a progressé, progressé, progressé. Et voilà, sur le dernier meeting, elle a même fait une 3e place, donc un podium, où elle a notamment accompagné Rivals et Guccio sur le podium. Donc voilà, à voir ce qu'elle pourra faire dans cette compétition. Il y a aussi un autre pilote français engagé, Saad Deren, né en 2012, 8e du championnat de France FFSA Junior. Lui, sa saison a été un peu plus irrégulière, mais avec quand même des belles performances. Surtout, lui, c'était sa 2e saison en compétition, sa première saison en France. C'est un pilote qui est alors franco-marocain, mais qui vivait en Suisse en tout cas, et donc il a commencé la compétition en Suisse en 2024, et là c'était sa première compétition, sa première année en compétition en France. Évidemment qu'il y a un niveau beaucoup plus relevé qu'en Suisse. Voilà, on ne demande qu'à être surpris. Voilà, Oscar, Léonie, Sad, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous impressionner. Et donc, vous avez désormais tous les horaires de ce week-end et ça commence dès demain. Dès demain, on va avoir le droit à une première séance de qualification du Grand Prix de Macao en formule régionale. Comment ça se passe? Pourquoi il y a 2 séances de qualification? Tout simplement parce que, alors je ne sais pas exactement pourquoi, d'ailleurs il y avait un petit débat sur le Discord de Feeder Series sur ça, pourquoi c'est ça, mais c'est le format historique du Grand Prix de Macao. 2 séances de qualification, tout le monde participe en même temps, et le meilleur temps sera pris de ces 2 séances. Si tu as fait je sais pas, je dis des chronos au pif, mais si tu fais une 40, non, c'est plutôt du 2 minutes, je crois. Mais bref, voilà, si tu fais 2 minutes en qualif 1 et si tu fais 2 minutes 2 en qualif 2, bah on va retenir ton chrono en qualif 1. Voilà. Donc potentiellement, il y a une première séance à enjeu dès demain matin, dès demain 8h50. Et pourquoi les F4 n'ont seulement qu'une seule séance de qualif? Tout simplement, je pense parce que c'est pas le Grand Prix de Macao et que, enfin, l'appellation Grand Prix de Macao, normalement, c'est que pour la formule régionale et que c'est ça le vrai événement. Euh, Tout le reste, même le GT, etc., c'est en support du Grand Prix de Macao. Et c'est ça, c'est la formule régionale, donc il y a plus de temps de roulage, forcément, en fait. Donc voilà, la F4 est en support de ça, donc une seule qualif, donc vendredi à 6h30 pour les pilotes de Formule 4, Alex Munoz, Jules Roussel, Ryan Carretti côté français. Oui, voilà, donc je ne sais pas encore quels seront les lives exactement. Normalement, enfin, 100% sûr, on va streamer le Grand Prix de Macao en formule régionale à 8h30. Voilà, on sera là dès 8h15, je pense, pour prendre l'antenne. On sera là le dimanche à 8h15 pour streamer le Grand Prix de Macao. J'espère aussi streamer la course qualificative, mais j'ai des impératifs à 10h du matin. Donc, je ne sais pas, peut-être que je vais devoir couper la fin du live, enfin couper le live avant la fin ou quelque chose comme ça. Je vous tiendrai au courant. Après, concernant la F4, 4h40 et 2h15, c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas. Si ce n'est pas diffusé sur la chaîne Twitch, ça sera diffusé avec des commentaires anglais sur la chaîne YouTube de la FIA et aussi sur le site officiel du Grand Prix de Macao. Mais évidemment, je me doute que c'est plus sympa quand il y a des commentaires en français. Donc voilà, je vais voir ce qui est possible de faire. Ce qui est possible de faire. Aussi pour les qualifications à 8h50. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Tiens, 8h, 7h30 par contre ça pique. Ne pas se lever à 2h du matin pour voir Munoz, quel faux fan. Les choses ont changé, les amis. 2h du matin, la petite a fait dodo, donc c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai pas mis les horaires de la F4 saoudienne, tiens, ça alors, on s'en fout. Un petit live d'Eurocup 3 juste après la victoire d'un Français pour bien nous déprimer. Ça, FC Benoît 7, c'est dans les mains de Jules. Si Jules fait une bonne qualif, je pense qu'on stream. Et s'il y a des chances de victoire, je pense qu'on stream. S'il n'y a pas, je pense pas qu'on streamera. S'il n'y a pas de vraies chances de victoire, je ne pense pas qu'on mettra ça. Voilà, le focus de cette semaine, c'est plutôt sur le Grand Prix de Macao. Et voilà, vous avez tous les horaires là, tous les horaires heure française, ou soit sur la chaîne YouTube de la FIA, ou soit sur ma chaîne Twitch pour tous les horaires, enfin pour tous les lives. N'hésitez pas à vous abonner déjà, mais je pense que vous êtes déjà abonné. Et voilà, une double victoire d'Elini Carmonta pour finir l'année, le rêve. Ouais, ça serait bien. En plus, c'est pas impossible, vraiment, ils peuvent faire partie des favoris.
Il faut vraiment que tout s'aligne parfaitement, quoi. Mais c'est pas impossible. Donc voilà, à l'heure actuelle, voilà, le seul live que je peux vous garantir à 100%, c'est celui de Macao, 8h15 dimanche, où voilà, on sera là. Il y aura possiblement d'autres lives en plus. Voilà, on verra. On verra. En tout cas, d'ici là, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live pour cette preview du Grand Prix de Macao. C'est toujours voilà, un événement que j'adore, un événement un petit peu anachronique, qui fait toujours, ouais, qui fait le charme des formules de promotion, je trouve, et c'est cool que la FIA ait beaucoup investi pour redonner du charme à Macao. Donc voilà, on va suivre ensemble ce week-end, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur TikTok et sur Blue Sky. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord Percy F1. On est plus de 150 sur le serveur, ça fait vraiment trop plaisir. Voilà, merci beaucoup à vous tous pour ce live. Nous, on se retrouve à minima, on se retrouve dimanche matin, et peut-être avant, peut-être aussi un petit peu après, mais au moins à dimanche. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et n'hésitez pas à vous lever voilà, enfin, pour ceux qui ne travaillent pas, à vous lever dès 8h50 pour suivre ensemble la première qualification du Grand Prix de Macao. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se dit à très bientôt. Bye bye.